chef d'entreprise que vous êtes, la baisse des taux à petits pas, les mesures de relance annoncées, l'initiative européenne de croissance, tout cela suffira-t-il à redonner un souffle nouveau et le moral à une classe économique qui se désespère d'avoir un peu de visibilité? De cela également, je vous propose de parler en compagnie de mes confrères présents autour de cette table. Yannick Le Bourdonnec, l'Expansion, Pascal Galigné, le Nouvel Économiste, Patrick Lame, Les Échos, Véronique Morus, Le Monde, Jean-Michel Quatrepoint, La Lettre A et Denis Bachelot de Radio Classique, qui, c'est la tradition, vous pose la première question. Commençons par la conjoncture. Elle fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Les entreprises françaises, ces derniers jours, ont annoncé des chiffres d'affaires au premier trimestre qui sont très mauvais dans l'ensemble. Les instituts de conjoncture ne cessent de réviser en baisse la croissance française en 93. Le mot récession n'est plus tabou aujourd'hui. D'aucuns pourraient même dire peut-être dépression. Je voudrais savoir quelle est votre vision, vous, de la conjoncture aujourd'hui. Je partage malheureusement le point de vue que vous venez de rappeler, à savoir que la conjoncture est durablement mauvaise. J'insiste sur le durablement parce que je ne vois pas personnellement au niveau européen, le problème n'étant pas français, je ne vois pas personnellement de raisons pour lesquelles nous n'aurions pas une année 93 qui ressemblerait étonnamment à ce que la reine d'Angleterre a qualifié d'année horrible pour 1992 dans son domaine privé. La situation me paraît relever surtout d'une déprime psychologique. Le consommateur, où qu'il soit, et l'acteur industriel qui est aussi un consommateur, bien sûr, ont peur d'un avenir qui leur paraît plus mauvais que le présent. Et pourquoi? À mon avis, fondamentalement, parce que tous les consommateurs européens, qui sont aussi des producteurs, voient inexorablement monter le chômage en Europe. C'est donc, du moins ma vision personnelle des choses, un problème qui relève beaucoup plus de la psychologie, je ne dis pas de la guerre psychologique, mais de la psychologie des foules, des masses, qu'un problème purement objectif, purement économique. Nous connaissons depuis 6 mois, en particulier en Europe, à la suite des mouvements monétaires qui ont cassé l'unité du marché européen, une situation qui va, pendant encore quelques trimestres, nous poser à tous beaucoup de problèmes. Patrick Lame, Les Échos. Vous parlez d'une crise à dimension psychologique. Est-ce que vous pensez que le plan de redressement que vient de présenter M. Balladur est susceptible de ramener la confiance à cet égard? Je crois que c'est un plan classique qu'il fallait faire de toute façon. Les déficits budgétaires et sociaux sont tels que nous ne pouvons pas, en France, nous embarquer dans une politique qui nous amènerait dans la situation italienne catastrophique que nous connaissons. Ce plan, disons, consiste aussi à relancer un petit peu certaines activités, notamment du côté du bâtiment, et c'est une bonne chose, car le niveau d'activité atteint dans le bâtiment est particulièrement bas. Ceci étant dit, tout le monde doit reconnaître que ce plan ne peut pas fondamentalement, pour le moment du moins, renverser ces anticipations négatives. Véronique Morus, Le Monde. Il y a un autre volet du plan, enfin, bien qu'il ne soit pas exprimé par le gouvernement, c'est la baisse des taux, qui, elle, est susceptible peut-être de relancer la machine économique. Est-ce que vous avez quelque espoir de ce côté-là? Il est clair qu'un point de taux représente à peu près, je crois, 15 milliards de résultats transférés à l'entreprise. Il faut simplement se demander à qui on les prend. Car c'est quand même partiellement, je crois, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que les 15 milliards que les entreprises ne vont pas dépenser, c'est 15 milliards que les épargnants ne retrouveront pas. Donc, il est incontestable que la baisse des taux, plus les facilités qui font partie du plan Balladur, les facilités de trésorerie pour notamment les petites entreprises, sont de nature à empêcher une dégradation supplémentaire de l'activité
essentiellement sous l'angle de la disparition d'entreprises. On freine la chute, quoi, pour l'instant. On freine la chute, mais c'est absolument nécessaire, c'est prioritaire. Car je crois qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui, n'ayant pas autant de facilité que les grandes entreprises pour avoir des relations long terme avec les banques, sont au bord, disons, de la faillite, indépendamment du fait que ce sont des entreprises tout à fait performantes. Donc il était absolument nécessaire de freiner cette chute. Ça a été fait, c'est un bon point. Ceci étant dit, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. La baisse des taux a dû atteindre des niveaux beaucoup plus importants que ce que nous pouvons faire actuellement en Europe avant de commencer à induire un changement de comportement chez les acteurs économiques, consommateurs ou entreprises. Véronique Morus, à nouveau. Les banques aux États-Unis étaient quand même en beaucoup plus mauvais état. Et de façon plus générale, à quel niveau, enfin, on entend des gens qui commencent à dire qu'il faudrait vraiment que ce soit 5% maxi, des taux de 5% maximum pour que ça ait un effet. Est-ce que vous avez une idée du niveau à partir duquel, justement, on pourrait envisager une vraie relance? Le taux d'intérêt qui compte pour l'entreprise, c'est non pas le taux d'intérêt diminué de l'inflation du pays, mais le taux d'intérêt qu'il paye ou qu'elle paye diminué du taux de croissance ou de décroissance de ses prix de vente. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en Europe, à cause d'une concurrence absolument exacerbée pour la survie, voient leur prix de vente baisser fortement. Pour ces entreprises, au lieu de soustraire l'inflation, il faut additionner la baisse des prix de vente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, malgré la baisse du taux nominal, se retrouvent avec ce que l'on appelle des taux d'intérêt réels, qui sont encore nettement supérieurs à ce fameux taux d'intérêt nominal. Donc on est loin, si vous voulez, de se trouver dans une situation où les entreprises considéreraient que l'argent ne coûte pas cher. Denis Bachelot, Radio Classique. Oui, vous nous avez dit que la crise est une crise prioritairement psychologique qui vient de l'effet chômage. Mais le chômage lui-même résulte de dysfonctionnements économiques dont vous avez énuméré certains. Le chômage vient d'autre chose. Il vient du fait que nous vivons une période où les progrès de la technique, qui se traduisent par la productivité de toutes les entreprises, sont considérables. Et où simultanément, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de faire le maximum de productivité si elles veulent survivre, dans la mesure où elles sont soumises à une concurrence de plus en plus mondiale. Je ne parle pas, bien sûr, des entreprises de services à des personnes qui sont protégées de cette concurrence internationale, mais tout le secteur industriel et une bonne partie du secteur des services sont dans cette situation, et c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'ils sont dans une telle situation. Et c'est pour ça que ces entreprises, dans leur intérêt de survie, sont obligées de mobiliser et de forcer au maximum leur talent en matière de productivité, qui, lorsque la conjoncture générale est mauvaise, se traduit inéluctablement par une montée en flèche du chômage. Mais alors elles sont en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises finalement. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise de définir, si vous voulez, la politique économique européenne ou mondiale. Une entreprise est chargée d'adopter le comportement qu'elle doit adopter à tout moment de son histoire pour survivre, pour se développer, et souvent, disons, au détriment de ses concurrents. Donc le problème ne peut pas relever de l'initiative microéconomique individuelle, c'est-à-dire l'entreprise, il ne peut se traiter qu'au niveau macroéconomique, c'est-à-dire collectif, ce qui, au niveau français, veut dire qu'il ne peut se traiter qu'au niveau européen. Oui, ça veut dire aussi ce que vous dites, que la maîtrise du chômage ne dépend pas de nous, puisque c'est le jeu des forces de la concurrence internationale. Donc c'est un chômage durable, donc une crise durable, très durable. La maîtrise du chômage dépend partiellement de nous, à condition, Dans quelle mesure ? À condition que le nous soit la collectivité européenne. Et au travers de quel type de mesures, d'actions ? Et que ce nous soit décidé à défendre ses valeurs, sa culture,
et qu'au nom de cette culture, il soit en mesure de discuter à armes égales avec les autres grands blocs commerciaux avec lesquels l'Europe est en concurrence. Pascal Gagnier, économiste. Dans quelle mesure, Monsieur le maire, cette course à la baisse des prix est-elle en train d'enclencher le mécanisme de la déflation, la vraie et la grande, comme en 29? Est-ce que vous la voyez? On en parle depuis des mois, le spectre de la déflation. Est-ce que vous le voyez vraiment à nos portes? Non, parce que je crois que depuis 1929, on a intellectuellement progressé dans la maîtrise des grands agrégats et des grands problèmes, disons, de l'économie d'une collectivité. Par contre, si vous appelez dépression, baisse des volumes, baisse des prix, oui. Tous les secteurs en concurrence plus ou moins élargie sont aujourd'hui face à une baisse de leur volume, ça c'est la crise conjoncturelle, et une baisse de leur prix pour essayer de survivre. Monsieur Francis Mer, je vous propose de nous retrouver dans un instant. Auparavant, on fait une première pause de publicité. Vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui, tous les pétroliers vous disent avoir trouvé l'essence qui vous permet de rouler plus longtemps. Nous, chez Leclerc, nous voudrions juste poser une petite question. Sachant qu'avec un très bon carburant sans plomb, vous roulez plus longtemps. Vaut-il mieux un très bon carburant sans plomb ou un très bon carburant sans plomb vendu moins cher? Leclerc, la meilleure façon de faire plus de kilomètres, c'est encore de payer l'essence moins chère. C'est vrai qu'on trouve des micro-ordinateurs presque comme des compacts. Presque seulement. Presque aussi rapides, presque aussi puissants, presque aussi fiables, presque aussi évolutifs, presque... Moi je veux bien. Mais pour trouver un micro-ordinateur qui soit à la fois rapide, puissant, fiable comme un compact, on a plus vite fait d'acheter un compact. Surtout avec les nouveaux prix compact. Ça va plus vite et le temps c'est de l'argent. Et l'argent, je vais pas vous faire un dessin. Compact à suivre. Pour suivre compact, faites 3616 compact. Comme musique, la salsa. Comme parfum, les fleurs tropicales. Comme spectacle, les fonds marins. Cuba avec AOM chaque vendredi. Quand j'entends ça, j'ai envie de repartir où mes affaires m'appellent. Sur les vols d'AOM. De vraies croisières, dans leur grand paquebot volant, où tout le monde a le sourire. Vous ne me croyez pas? Interrogez votre agent de voyage ou 3615 AOM. AOM, l'avion comme on l'aime. Suite de questions orales sur Radio Classique, avec pour invité cette semaine Monsieur Francis Mer, président directeur général du groupe Usinor Sassilor. Une question de Patrick Lam, Les Échos. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la politique de certains États européens qui font varier la valeur de leur monnaie pour retrouver des marges de compétitivité. Alors la France, elle, a fait le choix d'une politique inverse, c'est la politique du franc fort, qui est maintenue donc par le gouvernement de M. Balladur. Est-ce que vous êtes favorable à cette politique du franc fort ou est-ce que vous estimez qu'elle conduit tout droit à l'économie française dans le mur? Les pays européens qui ont été amenés à dévaluer l'ont fait parce que le système monétaire européen, qui n'a jamais été bâti pour cela, avait depuis quelques années oublié qu'on devait sanctionner les écarts de compétitivité entre les différents pays progressivement au fur et à mesure qu'on les constatait par des dévaluations modestes de manière à maintenir l'unité, disons, du marché économique européen. Donc les problèmes que nous avons affrontés depuis septembre proviennent d'un dysfonctionnement du système monétaire européen et non pas d'un choix volontaire, agressif, de la part de ces pays à un moment donné de leur histoire. Ce qui vient de se passer hier en ce qui concerne la P7 montre que nos grands argentiers, comme on dit, ont compris que ce système monétaire européen, il fallait le faire vivre, non pas au jour le jour, mais de temps à autre, pour éviter de retrouver les tensions telles qu'on les a connues jusqu'à présent. Par contre, en ce qui concerne la politique monétaire française qui a consisté à rester accroché aux marques pour simplifier, je considère que ça a été une très bonne politique, même si elle a fait souffrir le système économique français. Aujourd'hui, nous constatons que les anticipations finalement du marché se sont renversées et qu'il ne croit plus, entre guillemets, à l'intérêt d'une dévaluation du franc, ce qui permet au taux
d'intérêt de descendre relativement rapidement et simultanément donc d'avoir permis à la France de maintenir une monnaie à un niveau qui lui permet d'acheter aussi peu cher que possible. Qu'est-ce que c'est l'intérêt d'une monnaie forte? C'est de minimiser le coût des importations. Et dans le cas... Pardon? Encore faut-il pouvoir acheter. Remarque de Jean-Michel Quatrepoint. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est en train de s'appauvrir à grande vitesse. Non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en ayant simplement une monnaie forte, c'est la fameuse courbe en J, donc ça diminue la valeur des importations. Ouais. Oui. Encore faut-il avoir que la collectivité nationale ait suffisamment d'argent pour continuer à importer. Mais le fait, la collectivité nationale n'est pas fondamentalement appauvrie. Vous ne pensez pas qu'il y a une crise de liquidité à l'heure actuelle? Pas seulement de liquidité, une crise de richesse, nous sommes en pleine déflation. Non, on est en début de dépression. Non, on est en déflation. Quand on diminue les salaires, on est en déflation. C'est votre définition. Quand on a une croissance négative et qu'on diminue les revenus et les salaires, on est en déflation. Bon, il y a un risque effectivement que l'on tombe en déflation ou en dépression. Les exemples que vous avez en tête lorsque vous parlez de diminution des salaires montrent que peut-être à certains endroits, on a besoin de rectifier certains de nos éléments de coût. Mais pour revenir à la question précédente, je considère, si vous voulez, que la France, accrochée, disons, à l'Allemagne au point de vue politique économique, a, je crois, bien joué sa carte, qui consistait à ne pas céder, si vous voulez, à la facilité d'une dévaluation qui l'aurait amené, si vous voulez, comme l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, à connaître dans les prochaines années une inflation inévitable. Aujourd'hui, vous ne sentez pas trop d'inflation dans ces pays du Sud ou de l'Ouest parce que nous sommes temporairement encore dans une conjoncture très difficile qui fait que les prix industriels baissent. Mais est-ce que l'inflation est de mal absolu? Jean-Michel Quatrepoint. L'inflation, si vous voulez, il n'y a pas de mal absolu ou de bien absolu, si vous voulez, parce que s'il y avait un mal absolu, il faudrait que l'inflation soit nulle. Et puis après tout, on pourrait se dire que après avoir eu une inflation nulle, on devrait avoir une inflation négative. Donc tout est une question de relativité. Ce qui a toujours créé, disons, des problèmes en matière d'inflation dans le passé, c'est que quand on s'embarquait dans une politique un peu inflationniste, qui consiste à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, en gros, on avait du mal à maîtriser la vitesse à laquelle cette inflation se développe. Véronique Maurice, Le Monde. Mais dans votre activité particulière, je veux dire, ça doit vous gêner quand même pas mal. La récente, on vient de parler, vous venez de parler de la dépréciation de la peseta. Je veux dire, ça va encore aggraver les difficultés de la sidérurgie française, si je ne m'abuse, non? Incontestablement, en matière de résultats, les mauvaises nouvelles de ces dévaluations nous coûtent et nous coûteront encore beaucoup de résultats dans les prochains trimestres, quand vous avez du jour au lendemain à baisser vos prix, en moyenne de 15%, si vous voulez continuer à vendre en Angleterre, en Espagne, en Italie, et lorsque vous savez que ceci représente, pour nous, Usinor Sacilor, 20-25% de notre chiffre d'affaires exportation, et pour la France, plus généralement, probablement 30%, disons, de ces exportations, vous vous dites clairement que tous les industriels français, et aussi allemands d'ailleurs, qui sont dans la même situation, sont obligés de renier fortement sur leurs marges, c'est le moins qu'on puisse dire, au point d'ailleurs d'avoir des marges négatives, c'est-à-dire d'être en perte. Mais le choix que vous avez, il est faible, parce que ou bien vous refusez d'aller dans ce sens, et à ce moment-là, vous baissez vos ventes, vous supprimez 10%, 20%, 30% de votre activité, ou bien vous essayez de tenir le coup le temps que les prix sur ces marchés se rétablissent. Et je vais vous donner, si vous voulez quand même, l'exemple actuel. Sur le marché de l'acier, malgré la dévaluation italienne de 15 ou 17 ou 18%, aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire au 1er juillet, les prix italiens exprimés en écus sont les mêmes que les prix de l'Europe du Nord, sachant que les prix de l'Europe du Nord sont en train de remonter. Donc le sursaut, si vous voulez, de l'industrie sidérurgique italienne pour améliorer ses propres résultats a été suffisamment fort pour nous permettre de rétablir, de supprimer finalement le handicap
qu'avait créé cette dévaluation il y a 9 mois maintenant. Et l'Espagne, ça va vous faire quoi L'Espagne, c'est à venir, puisqu'on en a repris pour 9% hier, 8% hier, ou avant-hier. Il va falloir 6 mois, 9 mois pour que les prix espagnols se rétablissent à peu près, disons, au prix européen du Nord. Et pendant 9 mois, nous allons continuer à souffrir, sachant que ça fait 6 mois ou 9 mois qu'on souffre, c'est clair. Pascal Gagny, les nouvelles économistes. Oui, pour revenir sur les coûts de production, nos deux ministres de l'Industrie expliquent à tout va que les coûts de production sont trop élevés en France, et notamment sur les emplois non qualifiés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que les plans sociaux pour faire de la productivité, on n'est pas en train d'en toucher les limites? Je crois personnellement que l'industrie française, en général, est beaucoup plus productive et performante qu'on veut bien le dire. Ça serait trop facile, disons, de dire que c'est la faute des industriels. Je crois que depuis 20 ans, l'industrie française, quelle que soit sa taille, a fait d'énormes efforts et que nos performances, entre guillemets, intrinsèques, y compris en termes de productivité, sont tout à fait valables. Les coûts de production aujourd'hui, c'est vrai, sont plus forts que ceux du Finlandais quand il a dévalué de 30%. Sont plus forts que celui de l'Italien lorsqu'il a dévalué de 15 ou 17%. Mais je vous rappelle que la dévaluation est un acte d'appauvrissement d'un pays et que ça se traduit en général, si vous voulez, rapidement par la perte de l'avantage compétitif qu'elle donne à court terme à l'exportation. Donc il y a incontestablement un mauvais moment à passer pour l'Europe du Nord dans cette situation qui n'aurait pas dû arriver si le SME avait été géré correctement, car il y aurait eu des adaptations progressives, mettons année après année, au lieu d'attendre 5 ans pour tirer l'échelle. Yannick Le Bourdonnais avec l'expansion. À propos de la productivité, pour reprendre un peu la question de Pascal Galinet sous un autre angle, est-ce que vous avez le sentiment que la France est aujourd'hui trop productive? Il y a un vrai débat sur ce sujet. C'est un problème, ça. C'est un problème qui a des conséquences en matière d'emploi. La France en industrie, je crois, a une bonne productivité, probablement meilleure aujourd'hui que l'Allemagne, en industrie. En service, y compris dans des services qui sont plus protégés de la concurrence, on peut effectivement se dire que l'entrepreneur français, embarqué, disons, dans cette course à la productivité qui a baigné nos nouvelles et notre environnement, disons, depuis 20 ans, on peut penser que l'entrepreneur français l'a appliqué partout, y compris dans des secteurs où éventuellement les investissements de productivité qu'il faisait n'étaient pas aussi rentables qu'il le pensait. Donc substituer systématiquement la machine à l'homme a peut-être, dans un certain nombre d'activités, été poussé trop loin. Quand vous prenez la productivité de certains secteurs de services français, elle est meilleure qu'aux États-Unis. Ce qui est quand même un peu curieux, puisque globalement, l'économie américaine a encore une productivité globalement meilleure que l'économie européenne. C'est pour ça que son niveau de vie est plus élevé. Patrick Lame, Les Échos. Est-ce que vous pensez que l'une des réponses au problème des coûts de production, c'est la délocalisation? Ça, c'est la réponse de l'entreprise qui est peut-être différente, disons, de la réponse du pays. Quand vous êtes en concurrence totale, parfaite, avec d'autres acteurs économiques qui choisissent, parce que le coût salarial y est 10 fois plus faible, 20 fois plus faible, de produire le produit que vous fabriquez, disons, en Europe, en Chine, ou ailleurs, avec la même technique que vous. Avec la même technique que vous, car la technique aujourd'hui est disponible quasiment aux quatre coins du monde. Je ne dis pas gratuitement, mais presque. À ce moment-là, vous, entrepreneurs français ou européens, vous n'avez pas le choix que de suivre votre concurrent. Car si vous ne le suivez pas, vous perdez automatiquement votre marché européen. Donc, à l'intérieur, disons, du jeu concurrentiel de chaque métier, dès lors qu'il y a cette possibilité offerte à l'un d'entre eux, un groupe, et qu'il la saisit, inéluctablement, tous les autres concurrents dans ce métier sont obligés de le suivre. Parce que, n'oublions pas qu'à l'intérieur d'un métier, ce qui compte, c'est la concurrence et la compétitivité
entre les entreprises du métier. Et c'est là où je dis que ce qui est inéluctable pour l'acteur individuel peut avoir des conséquences pas tout à fait idéales pour l'acteur collectif qui est un pays, par exemple, ou une région. Et cette délocalisation, vous la mettez en œuvre pour ce qui concerne le groupe Usinor-Sacilor? Non, l'acier, si vous voulez, ça se déménage pas facilement. C'est lourd. Non, ça voyage très bien l'acier, mais les usines sidérurgiques sont très coûteuses, comme vous le savez, et il ne vient à l'idée de personne de profiter finalement du coût salarial, par exemple, chinois, pour délocaliser une production qui existe aujourd'hui, si vous voulez, en Europe. Par contre, si sur un métier donné, y compris en matière de sidérurgie, nous avions à augmenter notre capacité, nous pourrions nous poser la question, où mettons ce supplément de capacité? Fort heureusement, nous n'avons pas à nous poser ce problème dans l'acier, car il y a actuellement plutôt une surcapacité qu'une sous-capacité. Donc je suis intellectuellement à l'aise en me disant que je n'ai pas à affronter ce problème supplémentaire qui consisterait à me justifier une délocalisation. Jean-Michel, 4 points, la lettre A. Surcapacité due en partie aux arrivages en provenance des pays de l'Est. Surcapacité, vous savez, la notion de surcapacité est là aussi très, très théorique. En 1989, toute la sidérurgie européenne était quasiment saturée. Certes, la conjoncture de 89 était exceptionnelle dans le sens de l'activité trop forte, peut-être. Nous ne sommes qu'en 93 et nous constatons de manière objective qu'il y a une surcapacité parce que la consommation d'acier, notamment en Europe, a baissé, mettons, de 20%. Du fait de la crise. Mais il y a en plus les importations en provenance de l'Est. Alors, de plus, au-delà de cela, donc, on trouve les conséquences des choix politiques de l'Europe, que je ne conteste pas d'ailleurs, qui consiste, notamment du côté de l'Europe de l'Est, à aider ces pays en leur ouvrant nos portes. Politiquement, je crois que c'est un bon choix, car nous devons, en tant qu'Européens de l'Ouest, qui avons confiance dans notre système démocratique, nous devons aider les pays de l'Est le plus rapidement possible à constater que ce système leur apporte un plus. Sachant qu'aujourd'hui, dans la phase de transition qu'ils vivent et qu'ils vont continuer à vivre probablement d'ici la fin du siècle, ils vont constater que les lendemains chantent peut-être, mais au-delà de l'an 2000. Et qu'actuellement, leur situation est objectivement, quantitativement plus mauvaise qu'elle ne l'était il y a 5 ans. La production industrielle de tous les pays de l'Est a baissé entre 25 et 35%, ce qui est un cataclysme qui, s'il arrivait en France, entraînerait une véritable révolution. Vous ne craignez pas qu'il nous tire vers le bas? Attendez, je voudrais dire quand même une chose, c'est que si objectivement la situation des pays de l'Est est plus mauvaise qu'il y a 5 ans, psychologiquement, elle ne l'est pas. Je crois que psychologiquement, les gens de l'Est sont encore convaincus qu'ils vont dans la bonne direction, et c'est ça qu'il faut garder. Alors, face à cette situation, l'Europe a du mal actuellement à comprendre finalement la meilleure manière pour aider ces pays. Elle a très simplement dit « j'ouvre les portes, ça devrait les aider ». Ça ne les a pas fondamentalement aidés, je crois, parce que ces pays de l'Est, ou ces entreprises des pays de l'Est, ne savent pas vendre. Et ce n'est pas de leur faute. On leur a pendant 40 ans dit que la vente ne faisait pas partie des responsabilités de l'entreprise. Deuxièmement, elles ne savent pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation, et ce n'est pas de leur faute pour les mêmes raisons. Troisièmement, elles ne savent pas ce que c'est qu'un délai de paiement, un délai de règlement, une livraison juste à temps, etc. Tout ça, il faut qu'elles l'apprennent. Elles l'apprendront très vite, d'ailleurs. À mon avis, pour les pays de l'Est hors Russie, dans 3-4 ans, elles auront viré leur cutie. Dans cette période, disons, d'apprentissage, il faut que l'Europe continue à les aider sans que ceci se traduise bêtement et inutilement par des conséquences catastrophiques finalement sur leurs concurrents, c'est-à-dire nous, en Europe de l'Ouest. C'est ce qui est en train de se passer, ce sont ces conséquences catastrophiques. Les pays de l'Est ne comprenant pas ce que c'est que le prix de marché, ont comme objectif unique d'acheter des devises à n'importe quel prix.
À n'importe quel prix, ça veut dire en vendant à n'importe quel prix, quitte à augmenter considérablement le volume pour récupérer le maximum de devises. Tant que l'Europe de l'Ouest, la communauté, n'a pas compris que le problème de fond dans une économie de marché, c'est le prix de marché, et non pas le volume. Tant que nos gouvernements n'ont pas compris qu'il faut raisonner certes en macroéconomie, mais aussi en microéconomie, et que la différence entre les deux, c'est le prix, qui est un concept totalement inconnu du monde administratif et politique, totalement inconnu, nous aurons des problèmes. La communauté a commencé à comprendre. Sur le cas de l'acier, après une épreuve, disons 92, catastrophique, largement initiée, disons, par l'ancienne Tchécoslovaquie, qui s'est traduit par un effondrement des prix en Europe, plus une forte poussée, disons, des volumes, la communauté a compris qu'il fallait quand même gérer un peu ces échanges. Et la décision qu'elle a prise, il y a 15 jours, qui consiste à afficher une politique en disant « vous allez avoir droit à des importations ou des exportations pour eux croissantes. Voilà les chiffres que vous pouvez atteindre année après année pendant 3 ans sans encourir nos foudres. » Me paraît une excellente décision, car ceci va permettre aux pays de l'Est d'apprendre à bien vendre, quitte à vendre plus progressivement année après année. Et la Commission a été correcte en disant, si vous voulez vendre au-delà de ce que je vous autorise, vous avez le droit, mais je vous impose un droit de douane supplémentaire pour vous obliger, par ce biais-là, à maintenir le prix de vente aussi élevé que possible. Politique de prix minima. Exact. Et ce qui a manqué dans la décision de la Commission, c'est un point politique, à mon avis, qui aurait consisté à dire, ou qui pourrait consister à dire, ces droits de douane. Contrairement à ce que vous pensez, je ne vais pas, moi, communauté, les garder. Je le mets dans un fonds de péréquation. Je le mets dans un fonds de ce que vous voulez et je vais vous le renvoyer. Car nous ne cherchons pas à gagner de l'argent sur votre dos. Nous cherchons simplement à vous aider à apprendre à vivre dans un monde d'économie de marché où le prix est l'élément fondamental pour l'entreprise et donc la profession. Véronique Morus, à nouveau. Vous parlez des pays de l'Est en général. Il va bien falloir faire un choix. Ils vont pas, tous ne vont pas pouvoir alimenter, notamment en acier, il y en avait à peu près partout. Et il y a un pays de l'Est bien particulier qui n'est plus un pays de l'Est, c'est l'Allemagne, maintenant, qui fait partie intégrante de la communauté, qui avait une sidérurgie aux normes de l'Est, qui est remise actuellement à coup de subventions aux normes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce problème? Il va bien falloir choisir. C'est pas tous les pays de l'Est. Il va bien falloir à un moment donné faire un choix. Si vous parlez de l'Est de l'Allemagne, Ouais. dorénavant, les nouveaux Länder, comme on dit, le fait pour la sidérurgie de ces Länder qu'elle ait été absorbée, disons, par l'Allemagne, a eu des conséquences catastrophiques pour cette sidérurgie. La capacité de production sidérurgique de l'Est de l'Allemagne a été divisée par 3 en 4 ans. Et le reste de cette sidérurgie a du mal, comme on pouvait s'y attendre, à survivre dans l'environnement concurrentiel fantastique de la sidérurgie européenne d'aujourd'hui. D'où la tentation et la situation absolument absurde dans laquelle nous nous trouvons, qui consiste à dire, premièrement, la sidérurgie de l'Est de l'Allemagne est une sidérurgie d'État, puisque c'est le Bund qui possède la sidérurgie d'Allemagne de l'Est à travers la Treuhandanstalt. Deuxièmement, ce Bund se dit, en tant que responsable politique, au sens noble du terme, je ne peux pas accepter que les entreprises sidérurgiques de l'Est de mon pays disparaissent les unes après les autres. Je ne peux pas l'accepter, politiquement. Donc je suis obligé de les subventionner pour qu'ils ne disparaissent pas. Et le même Bund, qui fait partie quand même du Conseil des ministres européens, dit les subventions sont interdites, dans la sidérurgie comme ailleurs, et simultanément, nous avons trop de capacités. Par conséquent, il faut fermer des capacités. Regardez le nœud gordien actuel, dans lequel se trouve l'Allemagne, à travers finalement cet événement historiquement très favorable de l'Allemagne, de la réunification. On fait une deuxième pause de publicité. Monsieur Francis Mer, on se retrouve dans un instant. C'est le moment d'acheter. Tout le monde le dit.
Nous, au Crédit Foncier, nous sommes d'accord, mais nous disons attention, pas n'importe comment. Rien n'est plus personnel que l'achat d'une maison. C'est pour cela qu'au Crédit Foncier, chacun de nos prêts est construit avec vous. Et en plus, nous baissons les taux. Pas seulement sur un prêt, mais sur l'ensemble de nos prêts. C'est cela, avoir un allié, quelqu'un qui vous aide, et pour longtemps. C'est important quand on achète une maison. Alors venez nous voir. Pour connaître l'adresse de nos agences, tapez 3615 Foncier. Crédit Foncier, votre allié dans le temps. Le week-end prochain, ma chérie, je t'offre un week-end détente dans un nouveau hôtel avec piscine, jardin, restaurant. Ah, pourquoi pas? Mais les week-ends à l'hôtel, c'est court, il faut toujours libérer la chambre à midi. Non, 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 pas chez Novotel. Novotel nous laisse la chambre jusqu'à 18h le dimanche. Oh! Oui, jusqu'à 18h. Tape 3615 Novotel, tu verras. Oh, ça c'est bien. Dis donc, on pourrait en profiter pour emmener maman. Ah, j'avais une autre vision du week-end. Novotel, votre rythme le nôtre. Dans le cadre du festival Tchaïkovski, au Théâtre des Champs-Élysées, l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, sous la direction de Yuri Temirkanov, interprétera l'intégrale des symphonies et les grandes œuvres concertantes. Tchaïkovski et l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, au Théâtre des Champs-Élysées, du lundi 24 au vendredi 28 mai à 20h30. Renseignements et réservations au 49 52 50 50. Radio Classique, la fréquence de la musique classique. Suite de questions orales sur Radio Classique qui accueille cette semaine Monsieur Francis Maire, président directeur général d'Usinor Sacilor. On repart avec une question de Pascal Galinier, le nouvel économiste. Oui, Monsieur Maire, donc vous avez dit que vous étiez d'accord avec la politique européenne d'ouverture progressive aux pays de l'Est en matière d'acier, que vous compreniez les préoccupations du gouvernement allemand. Dans ces conditions, comment est-il possible de faire passer la pilule auprès des milliers d'ouvriers de la sidérurgie du Sud, italienne, espagnole et pourquoi pas française, à qui on demande, à elle, des réductions drastiques de capacité? Je rappellerai que vous êtes le président d'Eurofer également, qui regroupe tous les industriels européens. Non, il s'agit là, disons, d'une autre question. La sidérurgie européenne, après avoir été fortement subventionnée, comme on s'en souvient, il y a 10 ans, a décidé, en total accord, disons, avec le Conseil des ministres et la communauté, qu'elle devait, dans le futur, résoudre ces problèmes sans faire appel aux contribuables. Car le contribuable est trop sollicité par ailleurs pour avoir besoin aussi de s'occuper de secteurs industriels. Ceci étant dit, l'Italie comme l'Espagne n'ont pas su, ou pas pu, ou pas voulu s'adapter suffisamment vite en termes de productivité et de compétitivité pour ne pas se retrouver aujourd'hui dans une situation absolument dramatique, aggravée par la crise que nous vivons sur le plan économique et sidérurgique en particulier. Ces entreprises sont en faillite depuis plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Et lorsque vous avez des entreprises qui durablement perdent, mettons, 40% de leur chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas imaginer que ça n'ait pas des conséquences catastrophiques sur le niveau des prix du marché correspondant. Il est donc absolument nécessaire que ces entreprises se restructurent et elles ne peuvent le faire, disons, qu'à coup de subvention. La contrepartie que demandent les autres acteurs sidérurgiques, c'est que, au minimum, ces autres acteurs sidérurgiques aient un plus qui vienne d'une diminution de la capacité de production et donc de la production de ces entreprises qui seraient subventionnées. Ça consiste à faire un deal en disant à telle entreprise, vous allez recevoir la modique somme de 4 milliards de dollars. Face à ces 4 milliards de dollars, vous pourriez quand même accepter de réduire votre production de 10%, de 20%, de 30%. Voilà le deal, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il est facile à faire comprendre par
les ouvriers sidérurgiques de ces usines. Mais je dis simplement que ce deal a été déjà fait dans le passé, y compris en France. Et lorsqu'il a fallu, si vous voulez, il y a environ une dizaine d'années, supprimer des pans entiers de la sidérurgie française en contrepartie des autorisations de subventions qui avaient été données, on l'a fait. Donc il paraît normal, entre guillemets, même si c'est difficile, de demander la même chose à des pays qui ont été obligés, qui sont obligés de se retrouver dans cette situation. Yannick Le Bourdonnec, l'expansion. Oui, on a évoqué tout à l'heure les importations des pays de l'Est. L'Europe est clairement sur la défensive et pas seulement dans le secteur de l'acier. Il y a aujourd'hui une manifestation importante des industriels du textile. Est-ce que finalement, entre le protectionnisme et le libre-échange, il y a encore une troisième voie, l'expérience que vous avez dans votre secteur? Le libre-échange consiste à ne pas avoir de politique et à laisser le marché, comme on dit, arbitrer. La main invisible. La main invisible du marché. Le libre-échange a été conçu en Europe, entre notamment la France, l'Angleterre et le Portugal, selon des exemples bien connus. Et il a été conçu à un moment où, je crois, ces pays avaient à peu près le même niveau de développement et à peu près la même culture européenne. Il s'est ensuite étendu au monde occidental, Amérique, etc., où là aussi, nous nous sommes retrouvés entre gens jouant le même jeu avec les mêmes règles du jeu, à peu près. Maintenant, pour la première fois finalement dans son histoire du libre-échange, on veut l'appliquer au monde entier, avec des partenaires qui ont des cultures différentes, c'est-à-dire des méthodes différentes pour résoudre le même problème. Avec des partenaires qui sont dans une échelle de 1 à 10, par exemple, en termes de productivité au sens coût salarial. Mais, et c'est ça le fait, je crois, nouveau, à une époque où n'importe quel pays sous-développé peut devenir le réceptacle pour un entrepreneur occidental de toute la technique occidentale avec les salaires correspondant au pays. Je dis très clairement que ce type de libre-échange généralisé au monde entier sans précaution, c'est-à-dire sans gestion, est très grave, je crois, pour les pays développés, notamment pour l'Europe. Et je ne vois vraiment pas pourquoi l'Europe n'aurait pas intérêt à défendre ses intérêts. Ce qui veut dire clairement qu'il faut mettre des taxes sur les pays qui ont un avantage de coût salarial trop compétitif à notre égard. Si je reprends mon problème de prix de marché, je n'ai rien contre l'idée que le t-shirt, disons, chinois puisse être vendu en France, mais je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible, disons, d'avoir aussi des t-shirts fabriqués en France, ce qui veut dire un prix de revient donc de vente légèrement supérieur. Ça veut dire un droit de douane pour éviter que le prix de marché français du t-shirt ne s'effondre et que tous les fabricants de t-shirts français soient obligés d'aller le faire en Chine. Mais, et c'est là où moi j'apporte ma petite contribution, ce droit de douane, je ne le garde pas pour moi, je ne le garde pas pour l'Europe, je le renvoie à ces pays. Ce qui me paraîtrait une manière de gérer nos échanges moins automatique que celle de la main invisible. Patrick Lam, Les Échos. Vous avez évoqué tout à l'heure les conditions dans lesquelles on pourrait assainir le marché européen de l'acier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des conditions moins coûteuses en favorisant en quelque sorte la diminution du nombre d'acteurs par des mariages? Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir au cours des prochaines années en Europe un certain nombre de regroupements, d'autres fusions? Inéluctablement. Le métier de la sidérurgie, comme beaucoup de métiers, est un métier où à la fois vous avez un processus de concentration du nombre d'acteurs mondial en l'occurrence, et en même temps d'ailleurs l'apparition de nouveaux concurrents, de nouveaux petits acteurs. C'est le principe de l'eau dans la lessiveuse. Là, en Europe, nous sommes actuellement encore dans une phase de concentration. Vous avez eu la concentration des 2 affaires espagnoles l'année dernière. Nous avons juridiquement au 1er juillet de cette année la concentration de Hoesch et de Krupp en Allemagne, qui vont constituer un groupe de la taille...